Chaque seconde, partout autour de nous, il y a cette force invisible, l'énergie. Elle façonne notre monde. Et aujourd'hui, on va plonger au cœur de ses secrets. On va explorer la source de puissance la plus concentrée que l'humanité ait jamais trouvée, l'atome, le nucléaire. Pensez-y une seconde, le soleil qui tape, le vent qui souffle, ce sont toutes des manifestations de l'énergie. C'est littéralement le moteur de tout. Mais attention, ce moteur, il ne fait pas n'importe quoi. Il obéit à des lois physiques, des lois très, très strictes. Alors, pour vraiment piger ce qu'est l'énergie, il faut d'abord comprendre ces fameuses règles du jeu. Ce sont elles, ces lois fondamentales, qui décident de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Bon, la première règle, la plus connue, sans doute, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est simple, hein? L'énergie, elle ne sort pas d'un chapeau. On ne fait que la changer de forme. Prenez une voiture par exemple. L'énergie chimique de l'essence, hop, elle devient de la chaleur dans le moteur, et cette chaleur, hop, elle devient du mouvement. Mais il y a un mais. Et c'est là qu'arrive la deuxième règle. Elle nous dit qu'aucune transformation n'est jamais parfaite à 100%. Il y a toujours des pertes. À chaque fois qu'on change l'énergie de forme, une partie s'échappe, en général sous forme de chaleur qu'on ne peut pas utiliser. C'est ça, l'entropie. En gros, c'est la tendance de l'univers à aller vers le désordre. C'est pour ça, tout bêtement, qu'une tasse de café chaud finit toujours par devenir tiède, puis froide. Et ça, figurez-vous qu'un ingénieur français, un certain Sadi Carnot, l'avait déjà compris en 1825. Il a pigé le truc essentiel. Pour transformer de la chaleur en travail utile, genre faire tourner une turbine, il faut un contraste. Il faut une source chaude et une source froide. C'est ce principe tout simple qui est encore aujourd'hui au cœur de quasiment toutes nos centrales électriques. Ok, regardons un cas concret, une centrale nucléaire. Avec les températures qu'on voit ici, en théorie, le maximum d'efficacité qu'on pourrait espérer, c'est 45%. C'est le plafond de Carnot. Mais ça, c'est la théorie. Dans la vraie vie, avec les frottements, les pertes de chaleur partout, les contraintes techniques, eh bien, on tombe à environ un tiers. Seulement 33% de l'énergie de la fission devient de l'électricité. Et les deux autres tiers, alors? Eh bien, ils sont perdus. C'est cette chaleur qui part dans les rivières ou dans l'atmosphère via les grandes tours de refroidissement. Bon, maintenant qu'on a les règles du jeu en tête, une question se pose. D'où vient toute cette énergie qu'on utilise? D'où vient la puissance qui fait tourner notre civilisation? La réponse, en fait, elle est assez simple et elle se résume à deux sources. Deux sources cosmiques. Oui, quand on creuse un peu, on se rend compte que presque toute l'énergie sur Terre vient de deux phénomènes nucléaires. D'un côté, il y a la fusion, celle qui se passe au cœur du Soleil. C'est elle qui nous donne le solaire, bien sûr, mais aussi le vent et même les énergies fossiles. Le pétrole, le charbon, ce n'est rien d'autre que de l'énergie solaire très très ancienne stockée. Et de l'autre côté, on a les forces nucléaires ici sur Terre. La désintégration des atomes au centre de la planète qui nous donne la géothermie et évidemment la fission qu'on utilise dans nos centrales. Alors justement, parlons-en de cette deuxième source, la puissance qui est enfermée au cœur même de l'atome. Et là, attention, parce que la différence d'échelle, elle est vertigineuse. Ok, quand on fait un feu de bois ou qu'on brûle de l'essence, qu'est-ce qui se passe? On casse des liaisons chimiques entre les atomes. L'énergie libérée par une seule de ces petites liaisons, c'est minuscule. On parle d'environ 4 électronvolts. C'est notre unité de base. Gardez bien ce chiffre en tête. 4. Maintenant, passons à la fission. On prend un seul noyau d'uranium, on le casse en deux. L'énergie libérée, cette fois, c'est 200 méga-électronvolts. Pas 4, mais 200 millions. Le petit préfixe méga là, il change absolument tout. Et voilà le point crucial. Voilà le truc à retenir. Pour une seule petite particule, un atome, la fission libère 50 millions de fois plus d'énergie que la combustion. C'est ça la clé de tout. C'est cette densité énergétique absolument phénoménale qui définit le nucléaire. Et cette densité folle, elle a des conséquences très très concrètes. Un combustible aussi concentré, ça veut dire qu'il en faut très très peu. Du coup, c'est facile à transporter, facile à stocker. Et logiquement, si on utilise peu de combustible, on produit un volume de déchets qui est lui aussi minuscule. Et le bonus, et pas des moindres, comme ce n'est pas une combustion, il n'y a aucune émission de gaz à effet de serre. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait en pratique? Comment on passe de la roche, de la mine d'uranium, à l'électricité qui sort de nos prises? C'est tout un processus industriel. Alors, voilà le voyage de l'uranium. Tout commence à la mine, où on extrait le minerai. On le purifie, on le concentre, et on obtient une sorte de poudre jaune qu'on appelle le yellow cake. Ensuite, étape cruciale, l'enrichissement. On augmente la proportion des atomes qui peuvent être cassés, les atomes fissiles.
Après ça, on transforme cette poudre en petites pastilles de combustible. Ce sont ces pastilles qui vont dans le réacteur, qui chauffent et qui produisent de l'électricité. Et à la fin, spécificité française, une bonne partie du combustible déjà utilisé est retraité pour être réutilisé. On essaye de boucler la boucle en quelque sorte. Mais toute cette puissance, elle a un coût. Elle nous laisse avec un héritage. Un héritage qu'il faut gérer sur des échelles de temps qui dépassent complètement notre imagination. Et voilà l'autre face de la pièce, les déchets radioactifs. Le problème, c'est que certains de ces déchets restent dangereux pendant des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Pour se donner une idée, les pyramides d'Égypte, elles ont environ 4500 ans. Là, on parle de concevoir une solution de stockage qui doit tenir bien plus longtemps que toute l'histoire de notre civilisation. Alors, face à ce défi colossal, la France a choisi une approche méthodique. Sur le très long terme, ça n'a pas été décidé hier. Dès 1991, une loi a lancé 15 ans de recherche pour étudier toutes les options. Puis en 2006, une décision a été prise. La solution retenue, c'est le stockage en couche géologique profonde. En gros, un gigantesque coffre-fort à des centaines de mètres sous terre, conçu pour être stable pendant des millénaires. C'est un projet d'une complexité folle et sa mise en service est prévue aux alentours de 2025. Mais l'histoire du nucléaire ne s'arrête pas là. Au-delà de la fission, qui consiste à casser des atomes, il y a le rêve ultime, la fusion. C'est le processus inverse, celui qui fait briller le soleil et les étoiles. Si un jour on arrive à maîtriser ça sur Terre, on pourrait débloquer une source d'énergie propre et quasi inépuisable, pour des milliers d'années. On se retrouve donc face à ce paradoxe fascinant. D'un côté, une source d'énergie d'une puissance sans égale, qui n'émet pas de carbone. De l'autre, une responsabilité qui pèse sur des dizaines et des dizaines de générations futures. Et c'est l'arbitrage entre ces deux aspects, entre cette puissance et cet héritage, qui définira la place du nucléaire dans notre avenir.